Merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour notre première conférence dans le cycle E2S. Et je voudrais remercier le professeur Kremer d'avoir l'amabilité de démarrer ce cycle et de nous permettre d'avoir une première conférence sur un sujet au cœur des problématiques que nous souhaitons traiter dans le cadre de l'ICIT. Alors mon rôle, c'est de vous dire bienvenue à toutes et à tous, d'accueillir l'invité et de passer la parole à Gilles, qui est le directeur exécutif de l'ICIT et qui doit dire deux mots. Merci à toutes et à tous. Gilles. Merci Mohamed. Oui Mohamed, vous m'entendez? Oui, on entend. Oui. J'ai une question, devrais-je parler en français ou en anglais? J'aurais besoin que quelqu'un me dise. Ah, en français, c'est aussi bien. D'accord. Bien, moi aussi je voudrais vous accueillir tous. Alors, on fait ça en duplex depuis la côte basque. Je vois que les gens sont en train de s'asseoir, de se préparer. Je voudrais vous remercier tous d'être là, remercier Antoine Kremer effectivement de faire cette ouverture qui est, pour nous c'est important. C'est la première conférence dans un cycle de conférences que l'on veut régulier tous les mois. C'est une conférence qui doit être là pour marquer finalement qu'on est tous ensemble au sein de 2SUPPA derrière ce projet d'ICIT. Et puis c'est aussi l'occasion de se connaître. Et moi, je ne sais pas vous dans l'amphithéâtre, mais moi dans la salle, je vois un certain nombre de personnes que je ne connais pas et c'est bon signe. Voilà. Je vais être très très bref. Merci à tous. Et puis, je vais donner la parole, parce qu'on a une petite introduction quand même à la conférence, je vais donner la parole à Christophe de Raay, je crois. Christophe? Voilà, à toi. Oui, voilà, merci. Oui, merci Gilles. L'idée de vous avoir tous réunis aujourd'hui était de vous parler de la dynamique qui se met en place au niveau national autour de l'entrepreneuriat scientifique. Et à ce titre, nous avons invité Robert Marino, qui est directeur de Deep Tech Founders, et qui va nous parler de cette dynamique. Mais il va nous parler de cette dynamique. Pourquoi l'inviter aujourd'hui? C'est tout simplement parce qu'il y a une dynamique importante qui se met en place au niveau de l'UPPA, au niveau de l'entrepreneuriat scientifique au sein de l'UPPA. Et d'ailleurs aujourd'hui a lieu en ce moment même en salle 9 un escape game autour de l'entrepreneuriat. 90 étudiants se sont inscrits et participe à ce jeu qui est lié effectivement à la vie d'une entreprise avec ses côtés très sympathiques et ses côtés très déprimants. Voilà, donc Robert Marino va effectivement nous parler de cette dynamique de l'entrepreneuriat scientifique. Merci beaucoup, merci Christophe. Merci pour cette invitation. Bonjour à tous. On m'a donné 10 minutes, donc j'essaierai de ne pas dépasser. Donc, comme le disait l'entrepreneuriat scientifique aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses. Alors, il se passe énormément de choses, non pas autour du mot entrepreneuriat scientifique, mais autour d'un autre mot qui est le mot deep tech. Alors, je vais essayer de vous donner quelques exemples de ce que c'est que la deep tech et vous allez vous rendre compte que c'est un nouveau mot pour quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Ici, je vous ai montré une image qui vient de la société Insect. Insect, c'est 3 scientifiques qui ont créé une société à partir de l'idée qu'il était, avec les problématiques d'accès à la nourriture et de consommation de matières carnées que l'on a aujourd'hui, on a un énorme impact environnemental. 25% de la pêche sert à nourrir les saumons d'élevage que l'on mange aujourd'hui. Donc eux, ils se sont dit, on va utiliser des insectes et on va en fait les raffiner, les travailler, faire des fermes verticales pour utiliser ces insectes qui ont une forte teneur en protéines pour nourrir les saumons et d'autres types d'animaux. C'est 10 ans de recherche pour arriver à un procédé de fabrication. L'autre société que vous connaissez certainement, c'est Aldebaran Robotics. Pareil, des chercheurs français, des scientifiques français qui se sont dit on va créer des robots qui savent interagir avec l'humain, des robots intelligents. Ça a été Nao le premier et puis Pepper le second. Une troisième société qui vient d'un laboratoire allemand mais qui a été récupérée par la France, c'est des OLED qui sont aujourd'hui utilisés dans les téléphones portables et dans les écrans de télévision.
Et puis le quatrième invention qui vient des laboratoires de recherche français dans le domaine des sciences médicales et l'ego-biosciences qui utilise CRISPR pour faire de la délivrerie d'antibiotiques, enfin pour remplacer les antibiotiques et faire de la délivrerie très précise contre les bactéries. Donc Deep Tech, aujourd'hui, c'est un nom qu'on entend énormément à la télé, à la radio, dans la presse, notamment autour de BPI France, j'en parlerai juste après. En fait, il n'y a pas de définition sectorielle de la Deep Tech. Nous, notre point de vue, c'est qu'en fait, une entreprise, une start-up qui est Deep Tech, c'est une entreprise qui a au moins 3 des 5 caractéristiques suivantes. Donc de la propriété intellectuelle, qui est issue de la recherche, donc très souvent, des start-up ou des entreprises qui sont liées et issues des laboratoires de recherche académiques. Des temps de développement longs, c'est-à-dire que les produits ne se font pas en 6 semaines comme on peut avoir sur les plateformes web ou les apps sur les téléphones portables. Ça coûte cher à développer. Les entreprises dont je vous ai parlé avant, elles ont toutes eu besoin d'à peu près 100 millions d'euros pour arriver à mettre leurs produits sur le marché. C'est généralement quelque chose qui n'existait pas avant et sur l'innovation de rupture, des concepts et des paradigmes complètement nouveaux, parce que ça vient de la recherche scientifique et des laboratoires. Et puis c'est souvent des produits, des entreprises dont on n'entend pas parler parce qu'en fait ils ne vendent pas aux consommateurs, ils vendent à d'autres entreprises. Donc c'est plutôt des modèles industriels. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que le mot est en train de devenir de plus en plus à la mode? Parce qu'en fait, très souvent dans le monde industriel, on regarde aux investissements et les dépenses dans ces domaines-là. Avant, en Europe, on investissait énormément dans les apps et les plateformes Internet. Pas autant qu'aux États-Unis, mais c'était quand même la mode. Et depuis 2 ans, en fait, le modèle est en train de s'inverser. C'est-à-dire que là où avant, il était plus intéressant de lancer une énième plateforme de mise en relation de couple sur Internet, aujourd'hui, il est plus intéressant de faire une entreprise scientifique. Donc vous devriez et vous allez avoir à l'avenir de plus en plus de support et une vraie vague de fonds qui va vous pousser et qui va vous aider à lancer des entreprises ou à valoriser les résultats de vos recherches. Il y a eu beaucoup d'études sur ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde dit que l'Europe est le meilleur endroit au monde pour lancer des startups deep tech devant les États-Unis, devant l'Asie et la Chine en particulier? Point numéro 1, parce qu'on a les meilleurs scientifiques en Europe, tout simplement. Toutes les études concordent là-dessus, les meilleures universités, le meilleur terreau scientifique est ici. Des réseaux très soudés, énormément de entreprises qui sont présentes, qui ont une culture industrielle et qui accompagnent cette activité. Pareil, les entreprises sont là, les marchés sont là aussi. On est une zone géographique qui est plutôt intéressée par des nouvelles innovations. On est prêt à payer le prix pour ça. Et puis, une facilité de déplacement des talents au sein de l'Europe parce qu'on n'a pas de barrière. Donc, c'est vraiment l'endroit où être si on veut faire de l'entrepreneuriat scientifique et valoriser ses recherches. Alors en France, où est-ce qu'on se situe par rapport à l'Europe? Cocorico, on est loin devant, même devant les Anglais. Depuis 2018, depuis l'an dernier, la France est le premier endroit pour les investissements dans l'entrepreneuriat scientifique et la deep tech. Il y a eu une grande étude qui a été publiée et qui a demandé un panorama global à des investisseurs. Où est-ce que vous metteriez vos billes si vous deviez accompagner la deep tech? Et plus de 60% des investisseurs ont mis la France dans le top 5 et même dans la première destination pour investir dans l'entrepreneuriat scientifique. Donc c'est vraiment le bon endroit où être. Et 90% des investisseurs pensent que les startups qui se lanceront en France vont réussir à croître plus vite et mieux qu'ailleurs dans le monde. Donc on est vraiment un super endroit pour le faire. C'est grâce aux universités que l'on a, grâce au tissu, tout ce qui a été fait en amont avec le PIA 1, 2 et 3, la création des IDEX, et puis une vraie volonté qu'on voit aujourd'hui dans les universités d'accompagner cela. Et puis l'autre acteur qui aide beaucoup à ce démarrage et au lancement, c'est BPI France qui opère une bonne partie des aides et des développements pour les industriels. Alors je vous ai cité les 5 nouveautés pour 2019. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des bourses émergence. C'était une bourse de 45 000 € pour vous aider à créer une entreprise. Demain, si vous créez une entreprise scientifique, la bourse, elle sera plus de 45 000 € mais 90 000 €. Avant même d'avoir besoin de créer l'entreprise, BPI France pourra vous donner jusqu'à 90 000 € pour vous lancer. Le concours iLab, le concours du ministère de la Recherche qui est opéré en partenariat avec BPI France, les budgets vont être doublés. Donc là où avant les entreprises pouvaient avoir jusqu'à 250 000, 300 000 €, ça pourra monter beaucoup plus haut. Et puis d'autres aides qui vont accompagner la croissance des entreprises pour éviter de disparaître. Nous, dans tout ça, Deep Tech Founders, je vais essayer de faire rapidement. Donc, on a créé un programme de formation et d'accompagnement pour des scientifiques qui souhaitent créer leur entreprise. On les accompagne avant la création. C'est un programme de 4 mois. On l'a fait parce qu'on est profondément convaincu que c'est le meilleur endroit au monde pour créer des startups scientifiques. 4 mois, c'est 4 mois, 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 4
mais que la France reste la France et que c'est quand même un domaine assez fragmenté, qu'il y a assez peu d'échanges entre tout le monde au niveau national et que même s'il y a énormément d'aides, le panorama est assez complexe. Quand on crée une entreprise, on se situe là et ça c'est l'ensemble des acteurs qu'il faut aller voir et qu'il faut connaître si on veut être aidé, accompagné à aller devant. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de faciliter le chemin et d'être une plateforme, d'être un peu liant avec tout ça. Comment est-ce qu'on fait? On prend des équipes de scientifiques qui ont envie de créer leur entreprise et pendant 4 mois, on va les accompagner en les faisant rencontrer d'autres personnes et en les connectant à un réseau global autour de la Deep Tech. Qui sont ces personnes? En fait, on a recruté, on a convaincu un peu plus de 50 entrepreneurs scientifiques qui ont tous monté leur entreprise, plusieurs entreprises avec succès. Vous avez ici André Choulika de Selectis, que vous connaissez peut-être, ça a été une des premières, même la première entreprise au monde à faire de l'édition de gènes. Marc Delcourt, Global Bioenergy. Gilles Dassorin, qui est le patron de Novaled. Ici, on a le patron d'Insect. Donc, tous des gens qui montent des boîtes scientifiques, qui sont intéressés par des gens qui ont envie de monter des boîtes à fort contenu technologique. C'est-à-dire que nous, on ne parle jamais de relations, on ne sait pas faire, ce n'est pas notre domaine, et on va dire ça ne nous intéresse pas vraiment, on préfère quand il y a la techno. Comment ça marche? Je vous disais, il y a 3 choses. Premièrement, on va mettre ces équipes au milieu d'un réseau. Les fameux entrepreneurs scientifiques, des mentors, des experts thématiques qui vont intervenir sur les différentes problématiques que l'on a quand on crée une entreprise scientifique. On a une fois par semaine des sessions de cours sur différentes thématiques. On va du business model jusqu'à la vente, les partenariats, la croissance, etc. Et puis de la méthodologie de travail, donc le fameux business model Canvas qu'on adapte à des projets longs. On essaie de faire ça de façon assez sympathique parce qu'on a des ateliers de travail, on fait beaucoup de réseaux au sein de la promo. Et puis une fois par semaine, on fait des points de suivi avec les équipes pour les aider à grandir et s'assurer qu'au bout des 4 mois, elles ont un vrai livrable et qu'elles sont capables de se poser la question finalement au bout, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que c'est la bonne équipe? Et est-ce que j'ai vraiment envie de créer ma start-up ou pas? Si la réponse est non, il n'y a aucun problème. Au moins, elles auront pu tester en toute tranquillité et puis acquérir un réseau et des compétences. Ça a été le programme de cette année. Donc, 15 sessions plus un bootcamp sur 4 mois, donc c'est assez intense, c'est une fois par semaine, 4 heures de cours en soirée, plus une réunion de suivi, plus des entretiens, donc c'est un engagement assez important des équipes. Et puis à la fin, elles sortent avec 4 choses, c'est un business model de l'invention ou de l'innovation qu'elles veulent mettre sur le marché, le design de ce qu'on appelle une preuve de concept ou le produit minimum viable, le budget nécessaire pour la réaliser, cette preuve de concept, et puis un réseau qui est assez facilement activable. On a déjà, au bout de 2 mois de programme, cette année, il y a déjà eu 2 collaborations scientifiques qui ont été enclenchées entre une équipe de recherche qui était dans le programme et puis des entrepreneurs qui sont venus. Je voulais juste, pour conclure... Pour ne pas être trop long, on fait ça en partenariat donc avec Hello Tomorrow, School Lab et BPI France, ministère des Finances et de l'Industrie et puis de la Recherche. Mais on travaille avec 25 fonds d'investissement pour aider les équipes. Mais c'était surtout vous donner voilà, la cartographie, la vision de la promo qu'on accompagne aujourd'hui, principalement francilienne parce qu'on a démarré en Ile-de-France, mais on a des projets qui sont ailleurs en région qui viennent régulièrement. On a un suivi téléphonique où on se déplace pour aller les voir. Et puis on est content parce qu'on a réussi à piquer un projet aux Anglais, donc un projet à fort potentiel qui du coup est intéressé par venir en France. Merci le Brexit. Et puis on a même eu une équipe de Nouvelle-Zélande qui est venue en France s'installer à Toulouse pour lancer sa start-up. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis Xavier Arnaud-Sartre, je suis directeur de recherche au CNRS et je suis membre du comité opérationnel de 2S UPPA. Et c'est moi qui me charge plus ou moins de l'organisation de ces événements. Donc, comme vous avez vu, dans la philosophie des événements, c'est créer une culture commune à E2S pour qu'on partage des choses de la science et pas que. Et on a prévu à chaque séance, quand l'opportunité se présente, d'avoir un point d'information générale, comme on l'a eu là, sur un des aspects, et d'avoir une conférence scientifique. Donc aujourd'hui, la conférence est la première, la conférence d'ouverture d'un cycle de conférences, et je vous propose là le programme. Alors juste avant de parler des conférences à venir,
Gilles disait tout à l'heure qu'il y avait des visages qu'il ne connaissait pas, moi aussi, c'est bon signe, tant mieux. Mais il y a aussi des visages que je connais qui ne sont pas de monde de l'université, donc je pense que c'est bien de le dire. On a ici des forestiers, on a ici des gens issus du monde associatif, on a des gens venus du secteur privé, et E2S, enfin en tout cas cette conférence aujourd'hui, sert aussi d'animation au territoire, et c'est très bien. Le programme est, on a prévu une séance par mois, avec un invité externe, un invité interne. C'est-à-dire on fait venir des gens de l'extérieur pour venir nous parler de leur recherche et contribuer à constituer notre culture. Et puis on fait quand même échanger des gens de notre établissement pour qu'ils parlent. Donc aujourd'hui c'est Antoine Kremer que présentera Sandrine tout à l'heure. Ensuite il y aura une journée 3-4 décembre, enfin 2 jours les 3-4 décembre qui se tiennent au Palais Beaumont où on parlera des actions climatiques locales, c'est-à-dire des actions qui sont menées localement pour lutter contre le changement climatique. On profitera de la venue d'Aclimatera, qui est une sorte de GIEC aquitain. On profitera de leur venue en Aquitaine, enfin à Pau, où ils présenteront les résultats du projet pour mener une réflexion sur comment le local agit et réagit face au changement climatique. Ça sera au Palais Beaumont, là-bas, là. Et il n'y aura pas de visioconférence avec Anglette, je m'excuse. Par contre, il y a un bus qui est mis à disposition à départ d'Anglette pour venir ici. Ensuite, le 15 janvier, ça sera encore moi, qui ferai une présentation les SHS dans le 2S, et en particulier autour des questions d'acceptabilité et d'appropriation territoriale des projets technologiques. Ensuite, on aura en février Peter Moonen, qui n'est peut-être pas là, que je n'ai pas vu en tout cas, qui nous parlera de la tomographie. Merci Peter. De la tomographie au rayon X des matériaux. Ensuite, on aura Gérard Berry, qui est du Collège de France, qui viendra nous parler d'informatique. Et ensuite, en local, Richard Lobinski, qui n'a pas donné son titre, mais qui viendra parler sans doute du hub de l'IPREM. Il y aura 2 autres présentations qui sont à venir en mai, en juin, mais elles ne sont pas encore calées parce que pour l'extérieur, ça dépend en particulier des dates où ils seront sur Pau. Voilà, donc aujourd'hui la première conférence, Richard Kremer, que Sandrine va vous présenter, que je tiens à remercier pour être présent. Et on m'a dit de dire, pour ceux dont la présence aujourd'hui était réputée obligatoire, il y a des feuilles d'émargement à l'entrée. Si vous êtes venus, autant signer les feuilles d'émargement. Voilà. Merci. Bonjour, donc moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Skiba, directrice de recherche à l'INRA. Je dirige l'unité nutrition, métabolisme, aquaculture et je suis également expert scientifique du comité opérationnel E2S. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Monsieur Antoine Kremer, qui est directeur de recherche à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Il travaille dans une UMR qui s'appelle BioGéco, Biodiversité, Gènes et Communauté. C'est une unité qui est située à Pierroton, dans le sud bordelais, je dirais. C'est un généticien des espèces des arbres, si je ne me trompe pas. C'est un éminent chercheur dans son domaine, puisque M. Kremer a obtenu en 2006 le prix Marcus Wallenberg, qui est l'équivalent du Nobel sur les espèces forestières. Et sur la sélection, sur la diversité du chêne, si je ne me trompe pas. Et il est lauréat depuis 2014, si je ne me trompe pas, d'une ERC Advance Grant sur l'évolution également des arbres, du rythme d'évolution des arbres de l'Holocène à l'Anthropocène. Donc il vous en dira probablement un petit peu plus. Et il va vous parler aujourd'hui de changement climatique. Le climat change, on est bien tous sensibilisés à la question, mais il semblerait que les arbres aussi changent. Et donc Antoine Kremer va vous parler de ça aujourd'hui. Et je remercie encore chaleureusement d'être venu ouvrir ce cycle de conférences. Merci Antoine. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très honoré d'être le premier conférencier de ce cycle. Et pardon.
Et je voudrais remercier d'ailleurs, je ne sais pas, je crois que ce sont les étudiants qui ont créé le pictogramme relatif à ma présentation aujourd'hui, que j'ai repris au moins dans ma première diapo. C'était fort sympathique et ça traduisait d'une certaine manière ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, je vais vous parler de forêts et de l'évolution des forêts, parce que ce sujet est aujourd'hui un peu au centre d'interrogations, de préoccupations non seulement sociétales, mais également scientifiques. En effet, compte tenu du changement climatique et notamment de la vitesse à laquelle ce changement climatique se réalise, des préoccupations émergent quant au maintien et quant à la survie des forêts face à ce changement. Comme vous le savez, les arbres sont des espèces à très longue génération et l'évolution biologique, darwinienne des populations dépend un peu également du nombre de générations. Donc les préoccupations quant au maintien des forêts viennent de là. On pense que, ou certains disent que, les arbres évolueraient trop peu lentement, ce qui ne leur permettrait pas de s'adapter au changement climatique. Donc cette question, elle est présente dans le domaine scientifique, mais également dans le domaine sociétal, parce que d'une part, on demande aux forêts aujourd'hui d'atténuer le changement climatique en contribuant à la fixation de carbone, et en même temps, les forêts sont sensibles au changement climatique et à un impact du changement du climat sur l'évolution des forêts. Donc cette dualité soulève donc un certain nombre de questions que je vais évoquer maintenant. Alors, pour bien montrer un peu que les forêts sont devenues un sujet d'intérêt sociétal et scientifique, je montre ici 3 couvertures d'un magazine scientifique parmi les plus prestigieux au niveau mondial, qui est Science. Et au cours des 10 dernières années, les forêts, ou les recherches sur les forêts, ont fait l'objet de la première page depuis donc, 2006 jusqu'à aujourd'hui, ce qui montre à l'évidence que les questions scientifiques sur les forêts sont très prégnantes. Alors, je vais procéder en 3 étapes. Donc, d'une part, je vais resituer un peu le débat qui porte aujourd'hui sur les forêts. Donc, en première partie, un peu forêt et société. Que représentent les forêts pour nos sociétés, quel est leur intérêt, quels sont les services qu'elles rendent. En deuxième lieu, je vais voir comment les forêts finalement sont sensibles au climat, qu'est-ce qui a bougé dans les forêts depuis qu'il y a eu le changement climatique. Et je vais voir ça de 2 manières. D'une part, l'interaction du climat sur les forêts, et d'autre part, l'interaction inverse. Est-ce que les forêts, la présence de forêts, a elle-même en retour un impact sur le climat? Et puis, troisièmement, j'ai gardé ça pour la fin, je vais poser la question centrale que j'ai évoquée au début, mais quid de l'évolution des forêts? Est-ce qu'elles vont pouvoir s'adapter à l'évolution climatique en cours? Donc voilà, donc le premier point, les forêts. Alors que représentent des forêts? Une carte qui vous montre un peu la distribution des forêts au niveau mondial. En fait, il y a 3 grandes parties, presque en surface presque en surface égale. La partie des forêts boréales, les plus connues, bien sûr, c'est la Sibérie, le nord du Canada, etc. Les forêts tempérées, et puis les forêts tropicales. Ces forêts sont, pour la plupart, ou pour un tiers encore, surtout dans le domaine tropical, des forêts dites primaires. Une forêt dite primaire quand on pense que l'homme n'est pas encore intervenu sur la gestion ou sur la domestication de ces forêts. Il n'en reste plus en Europe, peut-être un peu en Europe de l'Est et encore, ou peut-être en altitude, dans les Alpes ou dans les Pyrénées. À l'inverse, à l'opposé des forêts dites primaires, il y a les forêts plantées, qui sont donc des formations très artificielles, qui représentent que 4% au niveau mondial, mais qui, cela dit, fournissent plus d'un tiers des besoins en biomasse, fibres et énergie de nos sociétés. Et puis au milieu, je ne l'ai pas mis, mais le reste, c'est ce qu'on appelle les forêts secondaires. Ce sont toutes les forêts classiquement présentes disons, dans nos pays, notamment dans les vallées, qui représentent pratiquement donc la très grande majorité des forêts au niveau mondial. Alors, il y a une évolution très différente de ces forêts.
Il y a d'une part une diminution des surfaces forestières dans l'hémisphère sud, notamment dans le domaine tropical, pratiquement par an. Il y a 9 millions d'hectares qui disparaissent dû à la déforestation pour des raisons diverses. Ce n'est pas mon rôle aujourd'hui de parler, de dire pourquoi, etc. Mais on constate cette diminution des surfaces forestières au sud. Et puis à l'inverse, au nord, et notamment dans les zones tempérées, la forêt augmente continuellement en surface, notamment depuis 2 siècles. Et ceci est visible sur ces cartes-là. En rouge, vous avez donc les surfaces qui ont tendance à diminuer, surfaces forestières, donc c'est l'Amazonie, un peu également l'Indonésie, un peu l'Afrique aussi. Et puis en vert, plus le vert est sombre, plus finalement il y a une augmentation des surfaces forestières. C'est encore plus visible ici. Vous avez sur ce graphique-là l'évolution, disons, des surfaces forestières en excédent, donc c'est l'augmentation des surfaces forestières, et puis bien sûr finalement en négatif, la diminution des surfaces forestières. Vous voyez, pour le domaine tropical, la partie la plus sud, on a une diminution très nette, pratiquement de 6 millions d'hectares par an, et une augmentation de 2 millions d'hectares depuis 2000. Et vous voyez que la déforestation a un peu diminué depuis, continue un peu à diminuer, mais elle existe toujours. Il y a l'équivalent, comme je disais, de 6 millions d'hectares par an qui disparaissent dans le sud, et une augmentation des surfaces forestières dans le nord. Ici, vous avez l'évolution des surfaces forestières en France au cours des 2 derniers siècles. Vous voyez qu'on a pratiquement doublé la surface forestière. On n'a jamais eu autant de forêts en France depuis la grande déforestation au début du Moyen-Âge. Pour des raisons diverses, notamment il y avait une politique très volontariste de reboisement après la dernière guerre, mais surtout, il y a un reboisement, une renaturalisation qui se fait des surfaces libérées par l'agriculture, notamment dans les montagnes. Alors donc on a au niveau mondial cette opposition d'évolution des surfaces forestières, et puis ce qui a beaucoup changé un peu au cours des dernières années, c'est les services que l'on demande aux forêts. Et ces services ont continuellement augmenté en nature. Au début, bien sûr, il y avait la production de matières premières, bois, fibres, etc., bois, énergie. Aujourd'hui, il y a la séquestration du carbone pour lutter contre le changement climatique. Il y a la conservation de la biodiversité. Plus de 50% de la biodiversité au niveau mondial réside en forêt. Donc on demande aux forêts également de contribuer à cette conservation. Ah, je suis désolé. Donc elles jouent également un rôle pour la protection des milieux, la protection des ressources. Elles ont également un rôle social et culturel. Donc vous voyez, ces services ont augmenté, et certains de ces services sont un peu antagonistes, et notamment dans la gestion des forêts, et donc ça pose un grand problème aujourd'hui dans la gestion. J'évoque juste ces problématiques. Il y a finalement 2 grands modèles de gestion de ces forêts. Il y a un modèle dit européen, en quelque sorte, qui essaie de concilier dans une même forêt ces différentes fonctions, donc répondre à la fois à la besoin de production, biomasse, etc., conserver la biodiversité, répondre à la demande culturelle et sociale. Ça, c'est le modèle européen. Et puis, il y a un autre, à l'opposé, il y a un modèle que j'ai appelé nouveau continent, notamment dans les pays du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, en Argentine, où là, on sépare les objectifs. On installe des forêts très artificielles, où on fait de la production de biomasse, et on stocke du carbone. Et à l'inverse, on maintient des forêts sanctuaires, où on n'y touche pas, pratiquement pas du tout, où on demande à ces forêts-là de conserver, par exemple, la biodiversité. Le cas le plus caricatural est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a décidé de garder toutes ces forêts naturelles comme des sanctuaires, et à côté de ça, a établi des forêts industrielles, ou à l'instar de ce qui se fait, par exemple, pour le pin maritime, donc des plantations industrielles, souvent d'espèces exotiques, pin et eucalyptus, pour répondre à leurs besoins en bois et en énergie. Donc là, c'est un autre modèle, et finalement, ces questions aujourd'hui sont très actuelles et très prégnantes compte tenu de cette diversité de fonctions et de services écosystémiques qu'on demande aux forêts. Voilà, c'était mon introduction générale, un peu pour vous montrer quel est l'intérêt finalement des forêts aujourd'hui par rapport à la société, et finalement quelles questions sont posées au travers de ces services que l'on demande aux forêts. Je vais maintenant parler du second point,
qui est donc forêt et climat. Est-ce qu'il y a un impact de l'évolution climatique actuellement sur les forêts? Et qu'est-ce qu'on a pu constater à ce jour en termes d'impact? Donc, je vais résumer un peu assez rapidement et un peu de manière caricaturale. Oui, d'une part, voir l'impact du climat sur les forêts, et en retour, et de manière symétrique en quelque sorte, je vais voir également est-ce qu'il y a une rétroaction, encore est-ce qu'il y a un effet également des forêts sur l'évolution climatique, notamment au niveau local. Donc pour le premier point, l'impact du climat sur les forêts, là, je vais résumer un peu ce qu'on a déjà pu constater au cours de ces dernières décennies sur l'évolution des forêts. Il y a finalement 5 points que l'on peut évoquer. Ce qu'on peut voir en termes de migration, le climat change, finalement les espèces se déplacent par migration naturelle des graines ou par plantation artificielle par l'homme. Il y a effectivement des migrations que l'on peut déjà déceler depuis quelques décennies. Il y a les variations en termes de phénologie. Qu'est-ce que c'est la phénologie? C'est le rythme annuel de fonctionnement des arbres, hein, le débourrement au printemps quand les bourgeons s'ouvrent, la croissance pendant la saison de végétation et après la mise en dormance. Ce rythme de fonctionnement est modifié par le climat. Il y a la croissance aussi, la croissance des arbres. Il y a la reproduction des arbres. Et puis il y a également des mortalités, des dépérissements qu'on a pu constater. Alors je vais peut-être commencer par ce point-là pour évoquer certains dépérissements, notamment aux marges de l'aire de distribution de certaines espèces. En France, on peut constater quelques dépérissements, notamment de pins sylvestres dans le sud des Alpes, ou également du sapin. Mais en Europe, de manière générale, le dépérissement le plus important que l'on constate est celui de l'épicéa, qui est lié au développement d'un insecte local qui existait en Europe, mais c'est l'insecte qui a été favorisé, le développement démographique de cet insecte, qui a envahi pratiquement toutes les plantations de plaine de l'épicéa, qui est responsable de ces dépérissements. Alors, je vais évoquer chacun de ces points pour les illustrer. La première, c'est la migration. Donc, les arbres peuvent se déplacer par migration ou par pollinisation ici, pour autant que le pollen rencontre un ovule et forme un nouvel arbre. Et donc, face au changement climatique, finalement, quand il y a une modification de l'environnement, toutes les espèces sont soumises finalement à un dilemme évolutif. Comment je m'adapte? Comment je peux répondre à cette crise environnementale? En fait, il y a 2 manières de le faire, c'est assez caricatural. Je peux d'une part suivre le changement climatique, ici, donc je migre, je vais ailleurs où le climat est meilleur, c'est la migration. Ou alors si je reste en place, par contre, là il faut que je m'adapte, il faut que je change mon fonctionnement physiologique pour pouvoir supporter cette crise environnementale. Donc la migration, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de migration? Je vais prendre tout de suite un exemple, l'exemple de celui du chêne vert, qui est une espèce donc, à tempérament méditerranéen, que l'on trouve surtout en France, dans le sud, donc le long de la côte d'Azur, mais également le long de la côte atlantique, pratiquement jusqu'au golfe de Morbihan, sur une très petite frange, côtière. Et nous avons étudié, nous avons regardé en détail sur un certain nombre de ces forêts situées en zone côtière, l'évolution de la présence du chêne vert dans les forêts, dans les différents documents d'aménagement des forêts. Chaque forêt, notamment domaniale, mais également les forêts privées, font l'objet d'un aménagement. Et dans un aménagement forestier, c'est un document où sont récapitulées la composition notamment de toutes les parcelles forestières. Et on peut donc rétrospectivement, lucidément, étudier la présence de ces espèces, ici de la présence du chêne vert donc en forêt domaniale d'Ourtin, depuis 1880 jusqu'en 1991. En vert, vous avez des parcelles où le chêne vert a été noté, présent, etc. Et donc, vous voyez une augmentation, évolution vers une présence plus importante dans ces forêts. Et c'est le cas également dans la forêt domaniale de l'Aune. Et on a essayé de le chiffrer et on arrive pratiquement à une migration de l'ordre de 30 mètres par an, soit de l'ordre de 3 km en un siècle.
On peut raisonnablement dire que c'est une dispersion naturelle parce que le forestier, généralement, considère le chêne vert plutôt comme une espèce non désirée et qui aurait plutôt tendance à lutter contre. Et malgré cela, donc, on note cette migration dans ces forêts. Alors, on peut aussi chiffrer quelle devrait être la migration potentielle d'une espèce pour pouvoir suivre le changement climatique. Pour cela, on construit ce qu'on appelle une enveloppe bioclimatique d'une espèce. Alors, comment ça se fait? On calcule statistiquement, on établit une relation, une corrélation entre la présence d'une espèce à un endroit donné et les conditions climatiques. On définit cette relation sur la présence actuelle et après on projette cette relation dans le climat futur, dans les modèles par exemple qui sont donnés du GIEC, et on regarde où serait le climat équivalent de l'espèce dans ces différents scénarios évolutifs. Alors c'est ce qu'on a fait par exemple pour le chêne Cécile ici, ça c'est la présence actuelle en Europe. Donc on a calculé cette liaison entre présence de l'espèce et climat, et on a projeté cette liaison dans différents scénarios du GIEC, et allant du scénario le moins dramatique jusqu'au au plus sévère. Et les zones rouges indiqueraient les régions géographiques où le climat ne serait plus compatible avec la présence de l'espèce, et les zones vertes indiquent les régions où, au contraire, le climat deviendrait compatible. Vous voyez, donc, ces résultats montrent. Alors, ça ne veut pas dire que l'espèce occupera ces régions-là. Ce climat dans ces régions sera compatible. Encore faut-il que l'espèce puisse y migrer, naturellement ou alors par plantation. Et donc, on note globalement, finalement, dans le siècle futur, ceci est fait à l'horizon de 2080, dans les 60 ans qui viennent, un déplacement, finalement une translation de l'aire potentielle de distribution de ces espèces qui peut aller à plusieurs centaines de kilomètres en 60 ans. Or, on a vu tout à l'heure que la migration naturelle n'était guère que de 3 kilomètres en un siècle. Donc la migration naturelle, probablement, ne pourra pas suivre l'évolution ou la vitesse d'évolution du climat. Donc voilà, la vitesse, la migration prédite à partir des enveloppes bioclimatiques, compte tenu du changement de climat, devrait être de 100 à 500 km en un siècle. Ce que nous avons noté, nous, c'est dans le cas du chêne vert, c'est de 3 km en un siècle. Et ce qu'on a pu montrer sur des données, disons, fossiles, j'y reviendrai tout à l'heure, dans le passé, quand il y a eu d'autres changements climatiques, on a noté des vitesses de migration qui étaient de l'ordre de 40 km par siècle. Donc tout cela pour dire encore une fois que la migration naturelle ne sera pas suffisante pour accompagner ou suivre l'évolution climatique. Le deuxième point, premier point, donc, les arbres migrent, certes, mais ne migrent pas assez vite pour pouvoir suivre le climat. Le deuxième point, c'est donc qu'est-ce qu'on a constaté en termes de changement sur les arbres induits par le changement climatique. C'est la phénologie, et comme je l'indiquais tout à l'heure, la phénologie, c'est donc ce rythme de fonctionnement au cours de l'année, ce cycle des arbres, qui va donc depuis le débourrement au printemps, qui passe par la saison de végétation, et jusqu'à la dormance en automne. Et ce qu'on a surtout regardé ici, c'est la date de débourrement au printemps, la date à laquelle, finalement, les bourgeons s'ouvrent. Alors, elle est très liée à la température moyenne, et c'est ce que l'on a représenté ici. C'est les variations, donc en l'axe des Y, vous avez le nombre de jours depuis le 1er janvier, en fonction de la température moyenne au printemps. Et donc vous voyez que finalement la date de débourrement peut varier finalement de pratiquement d'un mois, selon entre les endroits où il fait le plus chaud et les endroits où il fait le plus froid. Et le décalage phénologique, donc le décalage de la date d'ouverture des bourgeons, peut être quantifié par degré de réchauffement, et il varie selon les espèces. Si le climat finalement se réchauffe d'1 degré, pour l'érable va débourrer pratiquement 5 jours plus tôt, et on constate qu'il y a une forte variation, notamment entre le hêtre, par exemple, et les chênes. Les chênes, finalement, sont ceux qui décaleront leur date de débourrement le plus tôt.
Alors ces droites, on a pu les obtenir notamment en suivant régulièrement, et on le fait toujours, tous ces arbres tous les ans, notamment le long de certaines vallées pyrénéennes, qui offrent donc un gradient d'évolution des températures qui nous permet un peu d'établir ces taux de changement en fonction de la température. Alors on peut également le faire pour la date d'arrêt de fonctionnement, notamment la date de sénescence des feuilles, la date à laquelle les feuilles tombent. Et ces dates-là sont également repoussées en automne, si bien que la durée totale de la saison de végétation, elle, a tendance à augmenter selon les espèces, et on l'a quantifié également par le nombre de jours d'augmentation de la durée de fonctionnement de l'arbre par degré de réchauffement climatique. Et là aussi, vous voyez que ça peut varier très fortement selon les espèces. Encore une fois, l'espèce qui répond le plus semble être le chêne sessile et le chêne pédonculé. Donc vous voyez que ça, c'est des observations faites en suivant finalement ces variations spatialement sur certaines vallées pyrénéennes, mais on le note également quand on suit le même arbre à un même endroit donné selon les années. Le troisième point, donc, augmentation de la saison de végétation pour les arbres, à la fois pour la date de débourrement et la date d'arrêt, et donc de la saison globalement de la saison de végétation. Le troisième point après migration et phénologie, c'est l'effet sur la croissance. Alors, la croissance sur les arbres peut facilement être mesurée, c'est un avantage ici, en regardant les cernes de croissance, et cela, on le fait, soit vous coupez un arbre et vous mesurez les cernes, vous pouvez rétrospectivement mesurer la croissance et donc faire les corrélations entre les largeurs de cernes d'une année à une autre, et vous pouvez corréler ça et voir comment ça varie en fonction du climat. On peut dater chaque année et donc construire cette relation entre croissance et climat. Et donc sinon, vous pouvez, si vous n'avez pas accès, vous ne coupez pas l'arbre, vous pouvez avoir accès, prendre une carotte de sondage dans le tronc de l'arbre qui vous permet d'établir, ces carottes que vous obtenez ici par cette arrière, vous permet donc d'y lire les cernes et donc de construire ces variations de croissance au cours du temps ou au cours du climat. Mais ce qu'on a pu constater, et de manière continue depuis maintenant plusieurs décennies, c'est que c'est une augmentation continue de la croissance. Les arbres n'ont jamais autant poussé qu'ils ne poussent aujourd'hui. Ça, c'est les largeurs de cernes obtenues, par exemple, sur les hêtres dans le nord-est de la France, au cours des dernières décennies, mesurées à partir de ces largeurs de cernes. Mais je vous montre ici un graphe avec des résultats obtenus sur d'autres espèces dans l'hémisphère nord, et quel que soit l'endroit où vous êtes, pratiquement en Europe, également en Amérique du Nord, vous notez un effet continu de l'augmentation de la croissance. Sans doute en réponse au changement climatique ici, il y a plus de CO2, la machine, la photosynthèse est activée, il y a plus de croissance, mais il y a également l'effet possible de dépôts azotés atmosphériques liés à la pollution, qui constituent autant de fertilisants pour les arbres en question. En tous les cas, donc, nous, on ne peut pas faire la part des choses entre climat ou dépôts azotés. En tous les cas, ce que l'on constate, c'est cette augmentation de croissance. Et cette augmentation, elle est prédite ici. Ce sont des modélisations de croissance dans le contexte de changement climatique de scénarios établis par le GIEC, et de manière générale pour différentes espèces forestières. Selon la couleur, ici, si la couleur est claire et vert, vous avez une augmentation de la croissance à l'horizon de 2050. Vous voyez, quel que soit finalement l'endroit où vous êtes en Europe, mis à part l'extrémité sud ici, le sud peut-être de l'Italie, également de l'Espagne, vous allez avoir une continuité de cette augmentation de croissance. Les modèles prédisent que la croissance devrait continuer à augmenter des arbres jusqu'à autour de 2050, et à ce moment-là, le déséquilibre de précipitations, notamment entre été et hiver, sera tel qu'il y aura un effet de la sécheresse, et on prédit une réduction de cette croissance à cet horizon-là. C'est fait sur la base de modélisation, mais en tous les cas, ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est que dans la majeure partie, et pour la majeure de l'hémisphère nord et des différentes espèces, on note une augmentation de croissance. Quatrième point, la fructification. Donc la fructification, c'est important aussi pour l'évolution.
hein, si les espèces, c'est peut-être trivial, hein, les espèces ne peuvent se maintenir, bien sûr, que si elles se reproduisent, donc, et si elles contribuent à la construction de la génération suivante. Donc il était important de voir si, avec les variations climatiques, est-ce que la reproduction naturelle est maintenue. Ben là aussi, alors je n'ai pas des résultats très variés, j'ai surtout des résultats, je vais varier au sens d'observation sur plusieurs espèces. Je vais vous montrer surtout les résultats que nous avons obtenus, encore une fois, sur les chênes Cécile et pédonculés dans différentes forêts françaises, suivies depuis 1994, donc des fructifications mesurées sur 14 ans, au cours desquelles il y a eu une variation climatique. Et là, ce que l'on note, donc, c'est la variation ici de la production de graines en haut chez le chêne Cécile et en bas chez le chêne pédonculé, selon les années, donc entre 1994 et 2007. Et si vous le représentez sous forme de la température moyenne au printemps, vous voyez également une augmentation de la reproduction, donc à la fois du nombre de graines produites, également de la masse de graines produites. Donc finalement, on l'attribue également à l'effet indirect du changement climatique. Il y a une contribution de ce changement au travers de l'augmentation du CO2 vers la croissance végétative, mais également vers la croissance sexuée. En dépit de cela, donc de l'effet sur la croissance et de l'effet finalement qu'on a vu là sur la reproduction, il y a ce que j'ai dit également au début en termes de dépérissement et de mortalité, mais qui semble surtout lié à l'occurrence d'événements extrêmes tels que la sécheresse que l'on a eue en 2003 ou en 1976, au début des années 80, et d'ailleurs dans le sud-ouest ici, notamment sur le piémont pyrénéen, en début des années 80, il y a eu des dépérissements notoires, notamment de chênes pédonculés, liés à l'occurrence de tels événements extrêmes. Donc ces événements de mortalité, des dépérissements, ne sont pas le résultat de variations graduelles et continues de la température, mais plutôt le résultat d'événements extrêmes. Je cite cela parce qu'on en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas qui a évoqué Acclimatera, la traduction de tout ce que je viens de dire, plus, disons, au niveau local, Nouvelle-Aquitaine, se trouve dans 2 documents qui ont été écrits au cours de ces dernières années. Un premier document sur l'impact du changement climatique en Aquitaine et un second volume paru l'année dernière. Et dans les 2 cas, il y a un chapitre entier sur les forêts et qui finalement retrace un peu les mêmes résultats que je vais montrer ici, mais dans un contexte plus régional en Nouvelle-Aquitaine. Alors, donc on a vu l'effet du climat sur les forêts. Donc, migration, croissance, c'est ce qu'on a constaté jusqu'à aujourd'hui, etc. Maintenant, je vais me poser la question inverse. Est-ce que les forêts ont un impact sur le climat? La réponse est oui. Parce que comme finalement les forêts sont des machines à produire du bois, donc à stocker du carbone, la biomasse est constituée de carbone, à stocker du carbone. Si vous stockez du carbone, vous allez atténuer l'effet du climat. Donc la forêt peut être un puits de carbone, mais la forêt peut aussi être une source de carbone. En cas de déforestation, quand vous avez la décomposition de la matière organique, etc., du bois, elle va relarguer du carbone. Donc cela, selon l'endroit où vous êtes ou le contexte dans lequel vous vous situez, elle peut jouer le rôle de puits de carbone, notamment dans l'hémisphère nord et dans tout ce qu'on fait en termes de plantation, mais également une source de carbone. Et puis, elle peut également localement contribuer à la régulation finalement du climat, et c'est ce que je vais évoquer maintenant. Alors, les forêts puits de carbone. On estime que les forêts accumulent 53% du carbone total qui se trouve dans les écosystèmes terrestres. Et vous avez ici une comparaison un peu entre différentes formations terrestres, vignes, terres arables, landes, forêts et prairies, pelouses d'altitude, etc. Vous voyez que les forêts et les pelouses d'altitude sont finalement les écosystèmes qui sont les plus efficaces en termes de stockage de carbone. Il y a également une variation importante entre le stockage terrestre, donc dans la biomasse, dans les troncs, dans les feuilles, etc., et également dans le sol, non seulement dans les racines, mais également dans tout ce qui est micro-organismes qui se trouvent dans le sol. Et là, vous avez ces chiffres au niveau global, donc en gigatonnes ici,
de stockage de carbone dans des différents types de forêts, biomasse sur pied, donc terrestre, et ce qui se trouve dans le sol. Et vous voyez que la majorité du stockage se trouve d'ailleurs dans le sol, et vous avez une répartition ici, plutôt stock de carbone, à l'unité de surface, ici par hectare, entre les différentes formations forestières, selon qu'il s'agisse de forêts tropicales ou de forêts tempérées ou de forêts boréales. Vous voyez, globalement, ce sont les forêts tropicales qui stockent le plus, parce qu'elles ont plus de surface, mais à l'échelle de l'unité de surface, ce sont plutôt les forêts boréales qui stockent le plus. Donc, ce sont, théoriquement, et dans la réalité, ce sont des puits de carbone. Mais ce sont aussi des sources de carbone. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la déforestation, qui est naturelle, qui peut être à l'issue, par exemple, de tempêtes qui ont eu lieu ici en France en 1999 ou en 2009, où la déforestation due à l'homme contribue à la réémission du carbone due à la décomposition de la matière. Et on considère, là c'est des chiffres très importants, on considère que les émissions de CO2 dues à la déforestation au niveau non mondial représentent 20% de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Okay. Soit l'équivalent du secteur de transport au niveau mondial. C'est pour ça que beaucoup de politiques actuelles, pas l'endroit d'en discuter ici, tendent à aider les pays du Sud à limiter la déforestation. Parce que la déforestation, elle est surtout, comme on l'a vu dans mon introduction tout à l'heure, elle est surtout présente dans les pays du Sud, en forêt tropicale. Il y a des politiques un peu volontaristes qui sont mises en place au niveau international pour aider les pays du Sud à limiter cette déforestation et donc à réduire cette source de carbone que constituent les forêts. Troisième point, donc, on a vu donc forêt puits de carbone, forêt source de carbone. Troisième point, localement, est-ce que la forêt peut avoir un impact sur le climat local ? Alors là, c'est une étude récente qui a été menée dans un secteur, d'ailleurs, en France, dans les Landes, mais également en Sologne, où vous avez une comparaison de la formation de nuages dans différentes régions. Vous reconnaissez ici le triangle landais, là, des forêts landaises, Bordeaux ici. Et donc on a mesuré, disons, la formation de nuages au centre des Landes, là où il y avait les forêts, par comparaison à des régions où il y avait peu de forêts. Donc, centre, par comparaison à des endroits où il y avait peu de forêts. Au cours du mois de l'été, de juin, juillet, août, et on constate les surfaces, les couleurs plus sombres indiquent une présence de nuages plus fréquente et plus importante en forêt, effectivement, que dans les zones où il ne se trouve pas de forêt. Donc statistiquement, on constate effectivement que localement, il peut y avoir un micro-effet sur le climat local. C'est encore plus net ici quand on compare, par exemple, l'impact de la forêt dans la région, dans les Landes, avant et après la tempête Klaus. Et pour ce faire, on mesure finalement la différence de nuages entre l'endroit, ça c'est les endroits colorés, ici indique les dégâts liés à Klaus. Donc on compare la présence de nuages, ou la différence de présence de nuages, là où il y a eu Klaus, par rapport à là où il n'y a pas eu Klaus. Okay. Avant Klaus et après l'occurrence de la tempête. Avant Klaus, on voit que cette différence est importante, notamment en été, il y a plus de nuages donc, dans les régions là où il y avait les forêts, par rapport... oui, il y a plus de nuages avant l'occurrence de Klaus par rapport à l'hiver. Okay. Et quand il y a eu Klaus, eh ben, cette différence a disparu. Et donc, la zone centrale se comporte comme si on ne comporte plus cette différence de présence de nuages. Donc là, on note donc un effet de la forêt locale sur la fréquence d'occurrence de nuages.
Voilà, donc ça, forêt et climat, on a donc vu à la fois l'effet donc, du climat sur les forêts, en retour l'effet des forêts sur le climat. Maintenant, je reviens à la question que j'ai posée au début, qui est un peu la question centrale. Est-ce que les forêts s'adaptent à l'évolution climatique? Alors pour cela, je vais revenir un peu plus sur des pas de temps beaucoup plus grands, où il y a eu une évolution climat beaucoup plus importante. En fait, le climat en Europe est le résultat de variations de grande ampleur, notamment autour de quaternaire, entre des périodes dites glaciaires et des périodes dites interglaciaires. Vous avez ici, sur une échelle de temps, donc on se situe ici à gauche à l'époque actuelle, et l'évolution, disons, des températures climatiques par milliers d'années. Donc vous voyez qu'il y a des séquences froides suivies de séquences chaudes. Un glaciaire dure en moyenne 100 000 ans et un interglaciaire dure à peu près 10 000 ans, 20 000 ans. Okay, et nous sommes d'ailleurs aujourd'hui à la fin d'un interglaciaire. On devrait, d'ici quelques millénaires, retourner vers un glaciaire. Et donc cette séquence d'évolution climatique a eu un impact considérable sur le vivant et sur la présence des arbres et des plantes et des animaux sous ces différents climats. Et vous avez ici la représentation de ce qu'était l'Europe en période glaciaire et ici ce qu'était l'Europe en période interglaciaire. Donc, durant une époque glaciaire, les espèces étaient cantonnées au sud de l'Europe, principalement, comme on le verra tout à l'heure, en Espagne, en Italie, dans les Balkans et en Turquie. Et quand le climat se réchauffait, les espèces ont migré vers le nord. On voit sur l'histoire changement climatique, migration, etc. Et donc ça fait ce mouvement de balancier de manière répétitive. On considère que au cours du quaternaire, il y a près eu une quinzaine de séquences de la sorte entre glaciaire et interglaciaire. Donc ce mouvement a constitué, ou ces sollicitations climatiques ont constitué des filtres sélectifs considérables. Les espèces qui pouvaient répondre à ces changements en migrant dans un sens ou dans un autre s'en sont sorties, d'autres ont été éliminées. Alors je vais examiner ça plus en détail pour l'effet de ces changements climatiques sur un genre, sur les chênes. Donc, vous connaissez toutes les chênes. Les chênes, il y en a un peu partout dans le monde. Il y a plus de 350 espèces. Alors les chênes sont intéressants d'étudier à ce niveau-là parce qu'elles ont laissé des restes fossiles en nombre, à la fois en macrofossiles, des morceaux de bois ou des morceaux de feuilles que vous pouvez retrouver aujourd'hui, ou surtout en termes de pollen qui sont présents dans les sédiments. Et donc vous pouvez dater finalement la présence d'une espèce de nom en regardant sur des carottes faites notamment dans les tourbières et dans la présence de pollen qui vous permet d'indiquer la présence des différentes espèces. Donc cette analyse historique au travers des fossiles permet donc de reconstituer l'histoire de ces espèces et de voir comment elles ont répondu à ces sollicitations climatiques que j'ai évoquées précédemment. Alors je vais revenir à mon schéma ici, qui montre un peu ce qu'était l'Europe il y a 15 000 ans, à la fin de l'état glaciaire. On revoit qu'il y avait des glaciers un peu dans tout le nord de l'Europe. Le sud, il y avait finalement le climat était compatible avec la présence des espèces que dans le sud de l'Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Je vais directement arriver à un certain point, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a étudié un peu l'histoire de ces espèces au cours de ces changements climatiques. Et je vais revenir sur un certain nombre de points qui mettent en exergue les capacités d'adaptation de ces espèces à ces changements climatiques, et notamment leur réponse à ces changements climatiques. Il y a finalement 4 points qui émergent de cette étude. La première, c'est que ce changement climatique, au cours de ces différentes séquences de glaciaires interglaciaires, ont constitué un filtre sélectif très important. Il y a plein d'espèces d'arbres qui ont disparu au début du quaternaire, dès la première mise en place de ces cycles glaciaires interglaciaires. Vous aviez en Europe des séquoias, des chênes rouges, toutes espèces que l'on ne trouve plus aujourd'hui, qui ont été éliminées dès le début. À l'inverse, les espèces qui sont restées ont été extrêmement efficaces par rapport à ces changements climatiques. Ils ont répondu très rapidement à une variation de climat, soit par la migration,
soit par l'adaptation. On verra ça par la suite. Le deuxième point, la migration. Donc, quand il y a un réchauffement, que les espèces sont remontées vers le nord, a été beaucoup plus rapide que ce qu'on ne pensait. Ce sont des espèces extrêmement efficaces pour migrer, malgré ce que j'ai dit au début tout à l'heure, montrant que dans le cas du chêne vert, actuellement, la migration restait relativement faible, mais au cours des variations climatiques antérieures, la migration était extrêmement rapide. Le troisième point, c'est une fois qu'une population était installée à un endroit donné, après migration, elle s'est très rapidement également adaptée au climat local. Il y a eu adaptation locale. Et puis, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est qu'en dépit de ces mouvements de migration nord-sud, sud-nord, les espèces ont maintenu leur diversité. Pour qu'une espèce puisse s'adapter, il faut qu'il y ait de la diversité au sein de la population. La capacité d'adaptation, ça c'est en génétique des populations, en génétique évolutive, on vous explique cela, mais cela est vrai. La capacité d'adaptation d'une espèce dépend directement du niveau de sa diversité génétique au sein de l'espèce donnée. Je vais revenir un peu pour illustrer tout cela. J'annonce directement un peu les caractéristiques ou des leçons de l'histoire que l'on peut tirer de cet examen du passé. Alors, extinction durant les premiers cycles glaciaires. J'ai parlé des chênes. Les chênes font partie d'une famille beaucoup plus large qui s'appelle les fagacées, qui en Europe, où on trouve en Europe les châtaigniers, castanea, le hêtre ici et le chêne ici. Il y a d'autres genres que l'on trouve aujourd'hui plus qu'en Chine ou en Amérique du Nord, qui sont les Lithocarpus et Castanopsis trigobananus. Toutes ces espèces-là ceux-là ne sont plus en Europe aujourd'hui. Elles étaient là au tertiaire, on le sait par les fossiles. Elles ont été éliminées par la mise en place de ces cycles glaciaires interglaciaires qui ont donc constitué ces filtres sélectifs. Donc il y a eu cette extinction au début du Quaternary. Le réchauffement climatique durant l'Holocène et notamment la migration. Qu'est-ce qu'on peut dire de la migration, comme je disais tout à l'heure? Alors je vais examiner cela surtout depuis la dernière période interglaciaire, donc la période actuelle. Donc on a reconstitué un peu la présence des chênes à partir de pollen fossiles, et ce sont les cartes qui sont montrées ici. Donc ce sont les cartes de répartition du chêne. Il y a 15 000 ans, 14 000 ans, 13 000 ans, c'est par tranche de 1000 ans. Okay. Les points verts indiquent la présence des chênes selon ce qu'on a pu reconstituer à partir des pollens fossiles. Okay. Et vous voyez que finalement, la présence qu'on note actuellement en Europe a pratiquement été établie depuis 4000 ans. Donc c'est comme ça que quand vous analysez ces résultats, vous pouvez retracer finalement la carte de présence sous une autre forme, en une seule carte qui montre la présence de l'espèce par ses différentes tranches de différentes couleurs. Chaque tranche correspond à un millénaire. Donc ici, donc à 14-15 000 ans, et puis ici, en bleu, à 6 000 ans, donc 6 000, 5 000 ans, presque l'époque actuelle. Vous voyez que c'est allé assez vite à l'ouest, okay. Et par contre, au centre, c'était beaucoup moins rapide, notamment dû à la présence des Alpes et des Carpates à l'est de l'Europe. En tous les cas, quand vous analysez ces courbes, vous arrivez à des résultats de l'ordre de vitesse moyenne des migrations de l'ordre de 400 mètres par an. Ce qui est considérable notamment quand vous considérez cette vitesse de migration par rapport à la vitesse des vecteurs biologiques de dispersion des graines. Le chêne est pratiquement est dispersé naturellement soit par les jets, soit par les rongeurs. Et quand on considère leur migration, leur dispersion de ces animaux, on n'arrive guère à des chiffres supérieurs à 100 mètres par an. Donc ça a constitué une question. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ça allait plus vite que le vecteur biologique? Alors pour comprendre cela, on a fait appel à de la simulation informatique. On a considéré plusieurs scénarios de migration. Un premier scénario qu'on a appelé par diffusion. Vous avez ici représenté une aire de distribution d'une espèce. L'espèce est présente dans la zone
noir, ici sombre, et l'espace est vide en amont, et l'espace migre dans ce sens-là, selon une loi de distribution qui est représentée ici, et qui représente celle que l'on a finalement adaptée à partir de ce qu'on connaissait sur le jet. Et on arrive avec cette diffusion finalement à des vitesses de dispersion qui sont de l'ordre de 100 mètres par an. En plus de ces scénarios, on a considéré un autre scénario, qui est un scénario composite, qui comprend à la fois la diffusion que j'ai évoquée tout à l'heure, mais on considère également la possibilité de migration à très longue distance d'événements rares. Il y a eu migration pour une raison X et Y de quelques graines très loin, en amont, qui constituent donc des îlots d'installation de population. Ces populations qui se sont installées ici, ces îlots, vont avoir leur propre croissance démographique. Et à un moment donné, la migration va résulter à la fois de l'avancement issu du front par diffusion, plus de la coalescence de tous ces îlots qui vont se réunir. Et finalement, cette conjonction de ces deux phénomènes, coalescence plus diffusion, va considérablement accélérer, et on arrive à des vitesses de migration qui est pratiquement de 400 mètres par an, en considérant des événements aussi rares que 5 pour 1 million d'événements de dispersion à très longue distance. Donc voilà un peu les chiffres sur lesquels on arrivait. Si on fait que de la diffusion, on arrive à 100 mètres par an. Si on considère diffusion plus dispersion à longue distance, comme je l'ai montré tout à l'heure, certes rares, mais on arrive à des chiffres de l'ordre de 400 mètres par an. Et donc, on résout le problème, le dilemme informatiquement, statistiquement si vous voulez, mais la question biologique est toujours posée. Comment se fait-il que, finalement, qui a bien pu agir et contribuer à la migration du chêne de ces espèces? Alors, on a plusieurs explications possibles. Une des explications est sans doute l'homme. L'homme, à cette époque, migrait dans le même sens. On a fait des études de vitesse de migration également, migrait dans le même sens, bien sûr, également sous l'effet du climat. Et il se nourrissait à l'époque de glands. Et pas seulement en cas de disette, il se nourrissait couramment de glands. Nous avons des données archéologiques sur ce point-là, mais également des données historiques. Les écrivains, ici, c'est un géographe grec, Strabon, mais également Pline l'Ancien, César également, quand il est venu dans les Gaules, Pline l'Ancien notait le fait que les populations locales se nourrissaient de glands. Et donc il n'est pas exclu que l'homme en migrant ait lui-même emporté des glands pour s'en nourrir et contribuer à la dispersion de l'espèce. C'est une des explications. Une deuxième explication est la possibilité de migration par pollen, par hybridation. Une espèce hybride avec une autre est emmenée par l'autre espèce. Et il y a un mécanisme finalement de croisement et d'introgression qui fait qu'une espèce joue, c'est un peu presque de l'autostop, une espèce entraîne l'autre par hybridation. Alors, ça c'était donc migration rapide. Le deuxième point également qui a contribué à cette réponse au changement climatique, c'est ce qu'on appelle l'adaptation locale. Donc les espèces, une fois qu'elles ont migré, qu'elles sont arrivées à un endroit, elles se sont rapidement adaptées à cet endroit. Comment est-ce qu'on le sait? Et on le sait en faisant un peu des expériences qu'on appelle des jardins communs, ou dans notre jargon, des tests de provenance. Ici, dans le cas particulier, on a récolté des glands, des graines dans tous les points rouges en Europe, soit plus de 116 forêts, 116 populations. Et on a redistribué tous ces 100 populations dans 23 autres forêts qui sont en noir, où donc toutes ces populations sont mises au même endroit, et on a observé leur croissance. On a mis ça en place depuis maintenant plus de 20 ans. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate, donc on mesure la réponse de toutes ces populations à un endroit donné en fonction du changement environnemental, du changement climatique qui a été causé par le transfert de population. On a transféré une population d'un endroit donné à un autre endroit. C'est donc également un changement climatique spatial. On simule par transfert spatial un changement de climat. Et on regarde
comment l'espèce répond à ce changement spatial et on en tire des conclusions par rapport au changement climatique temporel qui est en cours actuellement. Donc vous avez ici représenté la réponse, la survie de ces chênes quand ils ont été transférés, donc ici vers un climat plus humide dans ce sens-là, vers un climat plus sec, et quand la distance de transfert est nulle, ça veut dire que c'est la population locale. Okay? Cette population n'a pas été transférée. Okay? Et qu'est-ce qu'on observe finalement? Alors il y a une grande dispersion des points, certes, parce que ça a été fait avec des sylvicultures différentes dans chaque pays, mais on observe une courbe statistique qui montre que le maximum, la survie maximum, elle a lieu où? Elle a eu lieu là où le transfert a été minimal. Ça veut dire que la population le mieux adaptée à un endroit donné est la population locale. C'est ça ce que ces schémas démontrent. Et donc c'est vrai pour la survie, mais c'est également vrai pour la croissance. Ici, la hauteur à 10 ans de ces populations. Et donc pareil, on note le maximum de croissance pour les populations qui ont eu le moins de changements environnementaux liés au transfert. Donc, ça veut dire qu'il y a eu adaptation locale, que c'est des populations, encore une fois, locales, qui sont le mieux adaptées au climat local. Ça vous semble trivial, peut-être, mais encore fallait-il le montrer que finalement, depuis leur mise en place, ces populations se sont adaptées à leur climat. Alors, on me dira à quelle vitesse ça s'est fait. Okay? À quelle vitesse ça s'est fait? Et donc, pour cela, on a regardé sur une échelle de temps beaucoup plus courte. On a regardé depuis le petit âge glaciaire. Alors, le petit âge glaciaire, malgré ces grandes variations de climat que j'ai indiquées tout à l'heure, donc 100 000 ans plus de glaciaire, puis 10 000 ans d'interglaciaire, il y a eu des petites variations climatiques, et notamment, elles sont souvent sous-estimées, des variations climatiques qui ont eu lieu, ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui a eu lieu entre 1400 et finalement 1850. Le climat en Europe a été légèrement plus froid. Là, pareil, il y a plein de documents historiques qui le montrent. On faisait du patin à glace sur la Tamise. Les peintures, notamment de Bruegel l'Ancien, montrent ces hivers beaucoup plus froids qui ont eu cours, etc. Donc on sait que le climat était beaucoup plus froid, et c'est montré par ces courbes il y a à peu près 300 à 400 ans. Eh bien, nous avons récolté, il se trouve que sur les chênes, vous trouvez encore des forêts ou des peuplements entiers qui ont plus de 360 ans, qui ont vécu ces petits âges glaciaires. Et notamment dans les plus grandes forêts domaniales, par exemple la forêt de Troncel, la forêt de Bercé, la forêt de Reynaud-Valdieu, eh bien, nous sommes allés récolter des graines sur ces peuplements dans différentes cohortes d'âges différents, finalement des peuplements qui ont connu le petit âge glaciaire, des peuplements plus jeunes, jusqu'à des peuplements très jeunes qui connaissent le changement climatique actuel. Et donc, on analyse leurs différences de génome pour voir si elles sont effectivement différenciées, mais surtout, on a récolté des descendants sur chacune de ces populations, et on les a de nouveau élevés dans des tests de provenance, c'est-à-dire on les a mis dans le même endroit, donc soumis au même climat actuel, et on a observé leurs différences. Ce qu'on appelle un test de provenance, comme je vous indiquais tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, vous avez ici les différences entre, alors c'est surtout les 3 cohortes les plus récentes, les cohortes de 5 ans, il n'y avait pas de descendants, donc on ne pouvait pas les installer, mais entre ces cohortes-là, ça c'est, la date de débourrement entre, disons, entre les cohortes, la cohorte la plus jeune et la cohorte la plus ancienne. Observé 3 années différentes entre 2015 et 2017 en pépinière. Et donc on voit que la cohorte, pour une même année, la cohorte la plus âgée, donc celle qui a connu le petit âge glaciaire, débourre le plus tard systématiquement par rapport aux cohortes plus jeunes. C'est exactement ce qu'on observe dans le gradient pyrénéen le long de l'altitude. Les populations qui viennent d'altitudes élevées, de climats plus froids, débourrent plus tard. Et donc c'est génétique, parce qu'on le teste dans le même milieu. Donc ça veut dire que depuis l'occurrence, donc depuis une ou 2 générations, depuis l'occurrence du petit âge glaciaire, il y a eu une différenciation génétique.
Donc un changement évolutif qui a permis une meilleure adaptation à ces espèces. Donc ces changements génétiques d'adaptation peuvent se faire sur des pas de temps qui sont maintenant à des échelles de temps que l'on considère pour l'évolution climatique actuelle, dans le cadre notamment des scénarios du GIEC. Et voilà, d'ailleurs, j'ai une illustration ici en pépinière. Vous avez ici des descendances. Donc, ça, c'est la forêt de Tronchet, 360 ans, la forêt de Tronchet, 50 ans. Vous voyez, les arbres ici, les jeunes semis, ne sont pratiquement pas débourrés. Ceux-là, ils sont totalement débourrés. Alors, le dernier point, c'est, j'ai dit, il y a eu migration rapide, il y a eu adaptation locale, et le troisième point que je voulais soulever, c'est le maintien de la diversité. En dépit de leur migration et de cette répétition de migration nord-sud, on note une diversité toujours aussi élevée au nord qu'au sud. Ces espèces n'ont pas perdu de diversité au cours de leur migration. Alors ça vous semble peut-être également trivial, mais notez que chez l'homme, par exemple, vous savez que nous sommes tous originaires d'Afrique, et bien, quand vous mesurez aujourd'hui la diversité génétique chez l'homme, entre les populations humaines africaines et les populations humaines européennes, nous sommes beaucoup moins diversifiés en Europe que les populations africaines. Pourquoi? Parce qu'au cours de la migration, si vous migrez, et si ceux qui migrent ne sont qu'un échantillon inférieur de la population de base de départ, vous ne pouvez que perdre en diversité. Vous ne pouvez pas gagner en diversité, sauf si vous faites du mélange à partir de différentes origines différentes. Mais le processus de migration est un processus, en principe, qui érode la diversité. Et là, donc, on a maintenu de la diversité. Et pourquoi on a maintenu de la diversité? Encore une fois, alors ça, c'était là, c'est mesurer la diversité par rapport à des protéines. Ici, on l'a mesuré par rapport pratiquement au génome entier sur plus de 19 000 gènes. Alors, les chiffres indiquent un indice de diversité. Et vous voyez pratiquement qu'au nord de l'Allemagne, vous arrivez même à des chiffres légèrement supérieurs au sud de la France. Alors pourquoi il y a eu ce maintien de diversité? On pense que c'est lié au fait que l'Europe notamment du Nord, est un melting pot. L'Europe du Nord est le résultat de colonisation venant de régions de refuges différentes, d'Espagne, d'Italie, des Balkans. Nous savons que chez les chênes, nous avons des lignées génétiques différentes. Ça, c'est des études que nous avons faites il y a une dizaine, vingtaine d'années, où nous avons typé génétiquement chaque forêt. Chaque point est une forêt, et chaque couleur indique un type génétique différent. Et on voit que vous avez une lignée B, qui est une lignée, par exemple, la lignée jaune ici, qui est toute une lignée occidentale, qui n'est présente finalement qu'à l'ouest d'une ligne Barcelone-Copenhague. Vous avez une lignée centrale rouge, et des lignées orientales qui sont plutôt bleues. Et bien le centre de l'Europe, regardez en Allemagne ici, évidemment l'Europe centrale est une confluence de populations venant de différentes zones refuges dans lesquelles les populations ont été restreintes sous l'âge glaciaire. Et cette confluence a donc contribué à enrichir la diversité au nord par rapport au sud. Donc c'est ce qui est représenté ici. Il y a un deuxième effet également, c'est le type d'émigration. Alors je reviens sur ce schéma un peu diffusion et dispersion à longue distance. La question que nous nous sommes posée ici est de savoir quelle est l'efficacité de ces systèmes de dispersion par rapport à la diversité. Est-ce que ce système maintient mieux la diversité que ce système-là? Pour ce faire, on a considéré, par simulation également, la présence de types génétiques différents. C'est figuré là, les ronds, les dièses et les tirets. Donc, on a mis le même type de diversité au départ, dans les deux. Et vous voyez que au cours du temps et au cours des générations, vous allez avoir une homogénéisation ici. Ça paraît contre-intuitif, mais la diffusion, finalement, contribue à une érosion progressive de la diversité, alors que ce système ici, plus stochastique, de dispersion à longue distance, est plus rare et beaucoup plus efficace. Vous retrouvez à la fin les mêmes types que vous aviez au début. Donc ces dispersions par événements rares à longue distance, également beaucoup plus efficaces et à contribuer au maintien de la diversité. Et donc maintien de la diversité, encore une fois, c'est un facteur essentiel
à l'adaptation. L'adaptation locale que j'ai évoquée tout à l'heure, elle peut se faire que si votre population était diversifiée. Et ces résultats-là nous montrent effectivement que l'évolution et les mécanismes d'évolution chez les chênes ont permis le maintien de cette diversité. Bon, donc pour résumer, ça c'est un schéma un peu qui résume un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc nous avions, il y a 15 000 ans, des populations sources au sud de l'Europe, soit en Espagne, en Italie, soit dans les Balkans. Le climat s'est réchauffé, les arbres ont suivi le climat vers le nord, de basse altitude à haute altitude, okay. Et celles qui sont restées au sud, il fallait bien qu'elles s'adaptent. Elles se sont donc adaptées. Okay. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, on a eu relativement peu d'extinctions. Si vous regardez la distribution aujourd'hui des chênes, vous les retrouvez toujours également au sud. Donc les extinctions ont été relativement rapides et le mécanisme d'adaptation a été sans doute beaucoup plus efficace, donc qui a permis le maintien de ces espèces au sud. Ce schéma-là, donc on a vu un peu ces différents mécanismes, il devient un peu plus compliqué maintenant qu'on sait qu'il y a eu plusieurs, ça c'est pour une population source qui est l'Espagne, mais le centre de l'Europe ici, il est constitué de plusieurs populations sources. Il est constitué de refuges espagnols, de refuges italiens, le refuge des Balkans, la Turquie, et ça s'est rencontré au milieu. Et donc la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que cette introgression, cette hybridation des différentes lignées a également elle-même apporté son lot à l'adaptation aux populations locales? Est-ce qu'une espèce a récupéré les gènes d'une autre espèce venant d'un autre refuge pour s'adapter? Ça, on n'a pas répondu à cette question et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Bon, conclusion générale. Bon, je vais évoquer un certain nombre de points, parce que je ramenais sur des points que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons vu que les arbres et les forêts constituent un enjeu écologique et économique planétaire actuellement. Le maintien de ces forêts est fragilisé par les pressions anthropiques, hein, c'est la déforestation au sud, c'est également le changement climatique qui peut causer des problèmes d'adaptation. Les forêts sont également des leviers d'atténuation des effets du changement climatique, notamment par leur capacité de stockage de carbone. On a vu que ces arbres, des espèces ont été maintenues et se sont maintenues autour de changements climatiques bien plus importants, et c'est sûr aussi sur des pas de temps beaucoup plus longs, et qu'ils ont montré des mécanismes totalement originaux d'adaptation. Nous avons vu cette espèce de les mécanismes des migrations, notamment à longue distance, l'hybridation possible. Nous avons vu aussi que la migration actuelle n'est pas naturelle, n'est pas compatible à l'évolution du climat. Donc il y aura peut-être besoin d'intervention par l'homme de migration, ce qu'on appelle migration assistée, c'est-à-dire que l'homme lui-même transplante les espèces sous d'autres climats. Et donc il y aura besoin sans doute d'actions plus volontaristes de l'homme. Et donc on peut faire appel aux arbres citoyens, planter des arbres. Voilà, toutes ces recherches ont été menées souvent grâce au soutien d'un certain nombre d'institutions et d'institutions diverses, et je voudrais notamment relever la contribution essentielle de l'Europe à toutes ces recherches. Vous avez vu que quand on a fait toutes ces expérimentations, elles ont couvert l'Europe entière. Tout cela n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu le soutien de l'Union européenne au travers de plusieurs programmes de recherche successifs. Mais bien sûr également la contribution de l'ANR et des financements nationaux. Voilà, je vous remercie. Bon, ben, merci beaucoup Antoine Crémer pour cette présentation. Donc la génétique des POP adaptée au changement climatique, au cas de l'arbre, c'était magistral. Je vais prendre des questions à la salle. On a à peu près une vingtaine de minutes pour les questions. La première question est toujours la plus dure, donc peut-être que je peux la donner à ma collègue pour que vous ayez le temps de préparer les vôtres et d'oser faire vos questions. Non? Emmanuel? Qui est aussi ma collègue d'ailleurs. Bonjour et merci donc, pour cette présentation. Il y a une question qui me vient, c'est sur la fin. Vous parlez de migration assistée.
Et je m'interroge vraiment de béotienne. Migration assistée et diversité génétique, Oui. on en fait quoi? Enfin, je veux dire, migration assistée, est-ce qu'on n'isole pas des populations Non, non, non. Voilà. Alors, j'étais pas... Nous, ce qu'on préconise, c'est quand vous régénérez une population, soit par plantation, soit par régénération naturelle, c'est de maintenir le stock local, maintenir le stock local, mais l'enrichir à partir d'apports de graines venant de climats équivalents actuels à l'endroit où vous êtes, le climat qu'il y aura par exemple, dans 100 ans. Donc vous enrichissez votre diversité en comptabilisant à la fois la diversité locale, plus la diversité venant d'une population a priori adaptée au climat futur. Donc c'est pour plus donner de prise à la sélection naturelle pour faire son tri. Et donc le transfert de ce stock supplémentaire, c'est ce qu'on appelle migration assistée, soit par semis artificiel, soit par plantation. Bonsoir, c'est moi qui ai le micro. Il y a quelques années, je crois me souvenir, une étude a été réalisée sur la cime des arbres pendant plusieurs années, des chercheurs qui sont restés vraiment en hauteur des arbres et qui ont notamment étudié, un des aspects, c'était la diversité des ramifications ultimes des arbres. Et ils ont montré que du fait que ce sont de très grands organismes, il y avait beaucoup de variabilité génétique sur un seul individu, du fait de mutations qui se sont accumulées au niveau des méristèmes. Voilà. Or, ce sont ces extrémités qui portent les organes reproducteurs, et notamment les gamètes. Donc, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre, et est-ce que ça a été pris en compte, qu'on ait une évolution rapide du fait d'une très grande diversité de gamètes et de mutations, et que, je ne sais, notamment dans vos résultats qui ont montré que les arbres étaient sensibles à la sécheresse, du fait qu'il y ait un grand pool de diversité pour chaque individu, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à une adaptation plus efficace, plus rapide pour des organismes aussi grands? Oui, ça c'était la théorie de Francis Allais. Dans ses ouvrages, il dit toujours qu'un arbre est une chimère et composé de polymorphes. Bon, c'est une question qui a été soulevée de manière continue, et auquel toutes les expériences jusqu'à présent n'ont jamais permis de répondre. Même sous l'instigation de Francis Allais, on a dépouillé des baobabs entiers à Madagascar pour analyser génétiquement les différents bourgeons et l'ADN des différents bourgeons. À l'époque, avec des marqueurs, ça remontait à une dizaine d'années, avec des marqueurs qui n'étaient pas très nombreux, notamment des microsatellites. Et on n'a pas trouvé de différence. Nous, ce qu'on a fait, c'est publier maintenant, il y a 3 mois, on a séquencé entièrement le génome du chêne, sur un arbre qui avait 150 ans. Et on a séquencé en prenant des bourgeons venant justement des différentes branches. Le chêne a un génome qui est de l'ordre qui contient à peu près 1 milliard de séquences. Sur ces 1 milliard, nous avons trouvé 55 spots qui étaient différents selon les bourgeons. Donc dire que c'est un polymorphisme important, nous avons plus montré que ces mutations sont effectivement transmissibles à la génération suivante. On pense que c'est des mutations délétères, on ne le sait pas, qui risquent sans doute de disparaître par la suite. Mais il y a effectivement une diversité, mais qui est liée au fait que les cellules germinales chez les plantes ne sont pas séparées des cellules, des cellules germinales, germinales des cellules somatiques. Et donc une cellule somatique, enfin d'un bourgeon, peut à un moment, en se différenciant, devenir une cellule germinale et contribuer à la création d'un pollen et peut contribuer au maintien continu de cette diversité. Mais cette diversité reste faible. Alors, merci. Du coup, en fait, ma question, c'était pas vraiment une question, c'était un rebondissement à la première question sur du coup cette migration assistée. Juste pour préciser, du coup, ce que vous préconisez à vous, ça veut dire qu'on reste toujours sur des essences des espèces existantes localement. On va pas introduire, vous préconisez pas d'introduire d'autres espèces que celles qui sont aujourd'hui présentes dans tel ou tel endroit. Moi, je n'ai pas d'a priori là-dessus. Je mise sur la diversité, quel que soit le niveau intra-espèce et multi-espèce.
comme vous avez pu le constater, l'Europe est appauvrie en diversité d'arbres à cause de raisons historiques. Quand vous comparez aujourd'hui le nombre d'espèces d'arbres qui poussent en Europe par rapport à l'Amérique du Nord ou à l'Asie aux mêmes latitudes, il y a 4 fois moins d'espèces. 4 fois moins d'espèces. Pourquoi en Amérique du Nord, il y a eu moins d'extinctions? Parce que les montagnes sont orientées nord-sud, les montagnes rocheuses. Et quand il y a eu ces mouvements, ces changements climatiques, les espèces ont pu migrer et sans problème. Il n'y a pas eu d'extinction comme il y a eu en Europe. Donc oui, on est appauvri en Europe. Donc autant enrichir. Et l'enrichissement a déjà été fait. Vous avez de multiples espèces qui ont été introduites. Souvent, il y a des échecs. Mais il y a des espèces qui s'en sont très bien sorties. Le Douglas, le cèdre, etc. Et moi, je n'ai pas d'a priori contre le maintien de ces espèces. Ou l'introduction de nouvelles espèces, notamment dans le contexte de changement climatique. On va être dans des climats qu'aucune espèce locale n'a vraiment connus. Les écologues disent que ça va être des communautés non analogues, et pour être prêt à ces nouvelles conditions, peut-être ce ne sera plus une espèce locale qui sera le mieux adaptée. Peut-être ce sera une espèce venant d'ailleurs. Oui. Merci pour cet exposé qui était très intéressant. Je voulais savoir si la chenille processionnaire du pin était toujours un marqueur pertinent pour mesurer la progression du front du changement climatique. Deuxième question que j'ai, c'est que la plupart des modèles sont... on cite souvent 2050, parce que les modèles du GIEC, en général, divergent tous après 2050. Or, étant forestier, quand je plante un chêne aujourd'hui, en 2050, ce sera encore un jeune homme. Et le changement climatique après 2050, selon les différents modèles du GIEC, peuvent être extrêmes. Et donc, je voulais savoir si aujourd'hui, vous avez des études qui permettent d'aller au-delà, parce que vous avez cité 2080, mais 2080, on ne sait pas vraiment ce que sera le climat. Et dernière question, si vous permettez, vous n'avez pas, dans une des premières diapos, il y avait toute la forêt boréale qui était en point rouge. Vous avez cité les problèmes du sud, des forêts du sud qui disparaissaient à une vitesse assez importante. En revanche, on voyait bien sur votre diapo, tout au nord, les forêts boréales qui étaient aussi en point rouge et qui étaient aussi à risque. Bon alors, il y a 3 questions. La question sur la processionnaire. Oui, c'est un marqueur biologique du changement climatique. Je crois maintenant elle est en région parisienne où elle continue plus au nord. Et donc les entomologistes utilisent ça comme modèle d'évolution. Mais pour les insectes, en déduire quelque chose sur la migration des arbres, on n'a pas fait ça. Donc ça reste un bon indicateur pour l'évolution de migration, notamment des insectes. La deuxième question, oui, l'horizon des... Alors, nous ne faisons pas de modélisation climatique. Nous, quand on cale nos modèles biologiques, on les cale sur les modèles du GIEC ou les modèles de Météo France. Okay, et parce que c'est leur compétence, ils maîtrisent bien cela. Et c'est rare qu'ils aillent au-delà de 2100. Pourquoi? Je pense que l'expérience montre que quand on regarde les modèles qu'on a fait il y a 10 ans et qu'on regarde ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, le domaine d'incertitude au-delà de plusieurs décennies est tel que personne ne veut aller au-delà, quoi. Donc je pense que c'est pour cette raison. Hein. Oui. Oui, je sais bien. Oui, oui. Mais alors, dans ce c'est une autre manière de répondre. Quand plus l'incertitude est importante, est élevée, plus il faut jouer sur la diversité, okay, comme assurance pour se garantir. Donc quand ça devient trop incertain, c'est encore un autre élément pour invoquer le recours à la diversité, à tous les niveaux, hein, au niveau espèce, au niveau interespèce et au niveau aménagement du territoire. Et alors votre troisième question... La forêt boréale. La forêt boréale, oui, alors...
c'est vrai qu'il y a, notamment en Amérique du Nord, aujourd'hui, il y a des dégâts sur le Pinus contorta qui occupe tout, par exemple, toute la Colombie-Britannique jusqu'en Alaska. Vous avez des dépérissements monstrueux qui sont liés à l'explosion d'insectes, pine beetle, Dantroctonus, je ne sais plus comment il s'appelle en latin, qui se trouvait localement un peu plus au sud, notamment chez le Douglas en Amérique du Nord, et qui, avec le changement climatique, lui, a explosé et s'est attaqué au Pinus contorta. Et il y a des dégâts considérables. Un peu ce qu'on constate aujourd'hui maintenant avec les Picea de plaine en Europe centrale. Un peu similaire, où là, c'est les scolites qui ont explosé, qui font plusieurs générations par an, plus de 4-5, alors qu'ils n'en faisaient que 2-3, et donc qui maintenant font des dégâts considérables dans les forêts. Donc ces dépérissements, la réduction de surface vient de ces dépérissements-là. Moi, j'ai une question sur l'impact du changement climatique et des paramètres environnementaux sur les phénotypes et l'expression des génomes qui vont conditionner le phénotype. Est-ce qu'on sait si ces variations de l'environnement peuvent entraîner des modifications épigénétiques qui vont être au final responsables des modifications de phénotype? Alors, c'est une hypothèse, je ne l'ai pas évoquée, c'est une hypothèse de travail actuelle, notamment quand on a vu ces résultats sur la date de débourrement, là, au cours des 300 dernières années. On a des doutes quant à penser que c'est simplement dû à des sélections de type darwinien, etc., de mortalité, enfin, d'une viabilité ou une valeur adaptative plus faible disons, de ceux qui seraient nés sur des climats plus froids. On pense qu'il peut y avoir peut-être également des effets épigénétiques. Alors, on a des études en cours là-dessus. Je ne peux pas vous répondre. Sur l'épicéa, on a constaté, alors c'est les Scandinaves qui ont fait ça, qui ont constaté que quand ils faisaient les mêmes croisements à des conditions de température différentes, il y avait une mémoire, disons, chez les semis, des conditions environnementales sur lesquelles le croisement a été fait, donc sur le développement embryogénique, sur la date, par exemple, de débourrement et la date d'arrêt de croissance, qui se maintient sur plusieurs années, et quand après nous, on fait des croisements, se maintient également une génération suivante. Donc là, oui, alors le mécanisme moléculaire lui-même, à mon avis, n'est pas encore bien connu, mais c'est ce qu'on a constaté, que finalement, la température durant l'embryogenèse au début peut avoir un impact sur le comportement phénologique ultérieur. C'est l'avantage des publics interdisciplinaires, c'est qu'on peut avoir des questions de biologie moléculaire, comme des questions de morphologie des arbres, comme des questions de dynamique, enfin de méthode de plantation. Je pense qu'on a terminé. Anglette dit qu'il n'y a pas de questions. Vous me dites, Anglette, si vous avez des questions qui ont surgi depuis qu'on m'a dit que vous n'aviez pas de questions. Mais a priori, on peut terminer. Je remarque quand même que les questions ont été inversement proportionnelles à la densité des populations. Là où il y avait peu de monde, il y a eu beaucoup de questions. Et inversement, là où il y avait beaucoup de monde, il y a eu peu de questions. Je vous remercie pour cette présentation. Je remercie Monsieur Kremer. Et je vous dis au 3 ou 4 décembre.